Bonjour, je m'appelle Lisa Azuelos, je réalise des films que vous avez peut-être vus comme LOL, Dalida, Comme t'es belle, Une rencontre, La Chambre des merveilles, plus récemment I Love America. J'ai décidé de faire un podcast parce que, en général, quand je parle, les gens autour de moi me disent « c'est dommage que t'aies pas enregistré ». Alors voilà, je les ai écoutés. J'ai la chance de vivre une vie formidable. J'habite à la fois en France, à Los Angeles. Je vais souvent au Maroc, qui est mon pays d'origine aussi. Dans ce Lisa Azuelos podcast, on va parler de tout ce qui m'intéresse, la sexualité, mais aussi la maternité. On va parler de cinéma, évidemment, de culture, de finances, développement personnel, de Dieu, des athées, de la vie, de la mort, de l'après-vie, de la naissance, de la ménopause, des adolescents, des bouffées de chaleur, des bouffées de joie, des bouffées de tristesse aussi. Bref, on va parler de tout ce qui m'habite. Dans ce premier épisode du Lisa Azuelos podcast, je vais rencontrer Clara Morgan qui est arrivée une demi-heure avant mon deuxième invité, Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue. Il a beaucoup écrit sur le bonheur, sur Jung, dont on va parler tout à l'heure. On a un petit moment d'intimité entre femmes, où on se parle des thèmes qui nous sont chers. Et dans la deuxième partie, il y aura l'arrivée de Frédéric Lenoir que Clara Morgan avait très envie de rencontrer, que je connais moi-même depuis plus de 10 ans. Et c'est une rencontre inattendue, un cocktail aussi spirituel que sensuel. D'ailleurs, moi, je sais pas. De quoi ? Comment je t'appelle ? Parce que moi, je te connais en Emma. Bah ouais. Et toi, t'es Emma. Bon, là, les gens ne vont rien comprendre, mais après, en vrai, je suis dans un truc où je vais en parler du fait. Donc, tu peux m'appeler Emmanuel, ça me gonfle, par contre. Ouais, mais Emma, moi, pour moi, t'es Emma. Mais je sais que c'est Clara. Non, mais allons-y. En plus, c'est génial. On va parler de Jung, des personnalités. C'est ça. On est dans le thème. On est complètement dans le thème. Si on le fait pas là, on le fera plus. On est dans le thème de qui on est, qui on n'est pas, quoi. Et surtout, qui on n'est plus, quoi. Surtout. On est dans qui on sera. Récemment, je fais pas mal de choses sur mon look et tout ça. J'essaye de travailler un peu ça parce que pour moi, c'est difficile. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, je me vis un peu comme un camionneur ou un rappeur. C'est marrant parce que je me fais la réflexion souvent avec toutes les femmes qui m'entourent, qui sont des danseuses, des acrobates, des effeuilleuses burlesques et qui sont vraiment représentantes du glamour, du féminin. Du féminin. Toutes ces femmes, sans exception, dans la vie, elles sont toutes en jogging, les cheveux comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit, quand je viens, je te promis, je me ferai un brushing. Et t'as rigolé. Parce que j'ai l'impression qu'on se déguise maintenant, les femmes, pour être acceptables dans le monde. Mais dans la vraie vie, c'est vrai que c'est un petit peu moins élégant, on va dire, que autant des corsets, carrément moins élégant. Mais je pense qu'on a tellement subi, justement, avec tous ces dictates, mais on veut être à l'aise, quoi. Le retour au féminin, pour moi, c'est quelque chose qui est à la fois très joyeux et très douloureux. Et je sais pas pourquoi cette douleur, j'ai toujours l'impression que je mens quand je veux être une femme. Mais oui, mais on a toi tous aussi ce t'as ça, parce que toi, pour moi, tu es la femme. Non, alors c'est encore plus compliqué sur le mensonge, puisque moi, carrément, je me crée des archétypes. On va en parler, je crois. On va en parler. Mais j'ai tellement tout le temps été dans mon yang avec Clara, qui devait abattre des montagnes, prouver aux autres, prouver à moi-même, être complètement dans un personnage qui était de plus en plus rigide, en fait. Je m'en rendais compte à la fin. Quand j'arrivais sur les plateaux, tu sais, j'avais des talons, toujours des jupes. Donc, en fait, j'étais dans ces positions. Mais quand je me revois, je te jure, je suis pas bien. Si je bougeais le cheveu, je le remettais 400 fois. Et t'étais consciente de tous tes gestes ou pas ? Ouais, parce que je voulais être parfaite. C'est extraordinaire. Et ça prend la tête en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, t'es parfaite et en même temps, tu peux ouais. pas être dans l'instant présent. Peux pas être toi, déjà. Peux pas être toi, ouais. Jamais. Et avec le temps, je me suis rendu compte que l'archétype de Clara s'était vraiment cristallisé et m'avait cristallisé. Et à un moment, j'ai quand même fait une petite crise de down, faut être clair. Quand il y a eu le Covid, mon spectacle s'est arrêté, tout s'est arrêté. Je me suis retrouvée à faire du jardinage et des photos sur Mime, pour être tout à fait honnête. Et d'ailleurs, merci, parce que c'était bien. Non, mais bon, j'ai toujours fait des photos et pour moi, c'était assez naturel de continuer. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que je me suis retrouvée face à mon vrai moi, quoi. Et surtout, face au vide, pour les gens, le Covid, ça a été qui je suis quand je ne fais pas. Oui, parce qu'en fait, donc Emmanuel, me concernant. Ouais. Mais Emma. si tu m'appelles Emma, je meurs. Non, Emma.
Emma, je Mais t'appelle moi, je suis obligée Emma. de dire que ça existe. Oui, et que mais c'est je t'ai mon vrai dit, nom, tu sais, mais- c'était Prénom. Philippe Léotard, cet acteur extraordinaire qui avait écrit, parce que sa copine, sa femme s'appelait Emmanuel, il avait dit Emmanuel, on entend M, on entend ma, On entend on entend nu Mhm. et on entend elle. Oui. Il disait, c'est ces 4 choses-là que Mhm. j'aime le plus, Mhm. Emmanuel. Donc moi, quand j'entends le prénom Emmanuel, en plus, ma meilleure amie s'appelle Emmanuel aussi, Ah. alors tu vois, c'est un prénom qui est très cher, et puis c'était Je pense un que de ange. toute façon, son vrai prénom, on a toujours un petit souci avec parce qu'on l'a pas choisi. Et donc, dans l'individuation, tu te dis, mais qui est cette personne? Je veux dire. Et depuis ce Covid, j'ai beaucoup avancé spirituellement. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié Jung d'ailleurs. C'est pour ça que tu me fais un bonheur ce soir Non, mais de c'est- rencontrer Frédéric Lenoir, qui est un spécialiste. Et si tu veux, avec tout ce chemin, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me déconstruise pour pouvoir me construire. Et j'en suis à 5 personnalités. Et c'est marrant parce que quand j'ai fait le film sur Dalida, elle disait en fait, à l'intérieur de ma tête, il y a un parlement Ouais. et personne n'est jamais d'accord. Ah merde, ça c'est chaud. Et bon, on sait comment elle a fini parce que pour elle, c'était difficile. Et Mais- je pense qu'il faut dissocier pour réconcilier tout le monde. Et le problème de mes archétypes, c'est que Clara était tellement présente, En plus- à tout écraser, j'appelle le bulldozer, tu vois, que Emmanuel, à un moment, même si j'aime pas trop le prénom, mais se réveille et crie, quoi. Mais j'existe, mais je suis là, mais je suis spirituelle, mais je suis, je ne suis pas un être qui ne fait que travailler, que s'exposer. Clara a réussi quelque part, puisque j'ai rempli mes salles de spectacle, et c'est ce que je voulais le plus dans la vie, être reconnue. Et quand tu arrives à ça, eh bien, il y a une autre personnalité qui est la tienne, celle que personne ne connaît quand tu es connue et que tu as développé une image aussi glacée au bout d'un moment. Et ça se réveille, tout ça. Et ça reprend le dessus, quoi. Ça ne peut pas faire taire les... Mais avant d'être Clara, t'étais à l'école ou tout Très ça, ju- t'étais Emmanuel. Très vite, je suis passée, moi, 19 ans, hein, je suis Et devenue comment, Clara. ouais, comment ça s'est passé ça? Comment c'était? J'étais sexualisée à cause de mon prénom. C'est pour ça aussi que je l'ai refoulé et j'ai fait les choix que j'ai fait, je pense. Ah, à cause du participer. film. Bien sûr. Dans la cour, Ah, j'étais que ouais. Emmanuel 1, Emmanuel 2, Emmanuel 3. Tu sais, Ouais. il y avait plusieurs films comme ça. Et au Là, début, il va y je avoir un comprenais- remake d'ailleurs. Oui, je Donc, sais. c'est mais la là, on va voir tendance. si tu es prête à Ouais. accueillir Non, mais en vrai, oui, ce ça nouvel va mieux. Emmanuel. C'est marrant qu'il te re-challenge une fois Ouais. que tu as tout construit et déconstruit. Mais bon, ça y est, puisque maintenant, pour les gens, je suis Clara. Donc, Ouais. en fait, je m'en fous. Et d'ailleurs, j'ai créé un livre qui s'appelle « Ne m'appelez pas Emmanuel ». Donc, tu vois, tout est dans tout, le- tout est dit. Mais pourtant, j'aime bien ce prénom parce que je me suis réconciliée. Aujourd'hui, je dis que c'est la spirituelle. Est-ce que Enfin, tu dirais vois, que c'est ton enfant intérieur un Non, peu? ça c'est Aurélie. Ça, c'est Aurélie, ton Oui. enfant intérieur. Bon, ça, on va en parler peut-être Aurélie, avec c'est, Frédéric. mon deuxième vrai prénom. C'est ton deuxième vrai prénom. Et elle ressort dans la sexualité, j'ai envie de dire. Ah ouais? Ouais, c'est ouf, mais En oui, petite c'est vrai. fille hein. En fait, c'est pas si facile hein, de dire au doigt tout ça. Non, mais après... Non, je vais y aller. En fait, Aurélie, pourquoi je l'ai appelée comme ça? Parce que je me suis rendu compte que dans la sexualité, je régressais un petit peu. J'étais plus dans la soumission que la domination, alors que Clara est toujours dans la domination de tout. Et souvent, les hommes politiques, les hommes qui décident, les femmes qui décident un peu comme nous, eh bien, ont besoin quand même d'autres choses dans leur vie privée ou dans leur sexualité, etc. Et j'ai entamé une psychanalyse, parce qu'en fait, À c'est le quel âge? schéma humain. Ah, j'ai commencé maintenant. Ah oui, maintenant. Oui, ok, là, d'accord. ça fait 3 mois. D'accord, ok. Oui, avec toute cette évolution spirituelle, Ah, d'accord. je me suis dit à un moment, ok, je suis quand même confrontée à moi-même et à ma Help. propre... Non, mais c'est-à-dire que ça tourne en rond. Ouais. Et j'ai toujours dit, j'ai pas besoin de psy parce que je suis pas dans le déni. Je suis quelqu'un qui me parle, qui voit les choses clairement et donc qui analyse. Ok, quand j'ai dit ça à ma psy, elle a fait Mhm. Donc vous faites exactement tout ce qu'il ne faut pas pour rencontrer votre inconscient. J'ai dit ah oui, ça doit être ça. Il Ouais, parce faut- qu'en fait, tu essayes de le dominer, tu ça essayes n'a de le aucun soumettre. sens. Mais bien sûr. T'essayes de... Mais on le fait tous. Oui. Parce en fait, c'est cette fameuse question, moi, qui me tend à chaque fois, c'est il faut prendre sur soi. Mm. Et tu dis, mais c'est sur quel toi que tu prends? Bah, c'est sur Tu celui vois, que tu crées un trauma en tout C'est- cas. Voilà. Et en fait, et prendre quoi? Et tu prends quoi sur toi? Et on se pose jamais la question, on dit, allez, il faut prendre un peu sur soi. Mm. Et tu dis, mais je prends quoi, au fait? Sois forte quoi et ferme Ouais. ta tronche. Ouais, c'est un peu ça. Et la psychanalyse aide. Enfin,
Après, moi, je trouve que la psychanalyse, il y a des moyens beaucoup plus modernes que la psychanalyse à l'ancienne, on va dire. Oui, parce que ça prend beaucoup moins de temps. Ouais. Il y a des techniques... Comme l'hypnose, le MDR, etc. Exactement. Bon. Et puis, il y a des enfin, je sais pas comment il s'appelle, Robin, je sais plus quoi, un Américain là qui fait... Ah oui, Tony Robbins. Voilà, Tony Robbins. Ouais. J'ai découvert ce mec incroyable. T'as Alors, vu lui, là, c'est mais une lui, c'est un bulldozer. Pour le coup, c'est oui, Arnold mais je trouve Schwarzenegger qu'il y a qui a un mangé côté Jung. black Ouais. en lui. Par contre, j'ai analysé un truc, c'est qu'il arrive, pour moi, à faire des micro-psychanalyses. En un quart d'heure, il te fait 15 ans. Ouais, mais c'est vrai, hein. Mais remarque, à chaque fois, il parle du père, de la mère. Et en fait, c'est assez simple. Je remarque les schémas humains. On se fait tout un monde, mais on est moins compliqué que ce qu'on croit. C'est-à-dire que souvent, tout est dans l'enfance. Toutes les clés. Et donc, Aurélie, pourquoi ? Parce que c'est la cachée, quoi. C'est celle qui est derrière Emmanuel. Est-ce que Aurélie, elle est timide ? Ben oui, elle veut pas. Tu te rends compte le métier que tu as choisi en étant timide ? Mais oui, je sais. Ma mère avait ça aussi. Ma mère me disait, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point je suis timide. Quand elle rentrait sur scène, elle avait les mains, elle était obligée de se tenir les mains. Je me voyais avant de monter sur scène. C'est vrai, toi aussi. Mais tous mes artistes me soutiennent. Pourquoi tu dis à Aurélie, confronte-toi à ce qui te fait le plus peur ? Alors, Aurélie, pour moi, c'est vraiment lié à la sexualité. D'accord. Parce que, tu sais, il y a ce truc de pas déclencher. Moi, je suis pas une déclencheuse. Et j'ai remarqué que je régressais quand j'avais envie qu'on me domine, en fait. Et donc, ça m'a fait penser à ce prénom Aurélie, parce qu'Emmanuel, déjà, je l'ai bien identifié en spirituel qui dessine. Tu sais, je l'ai en grande robe. En prêtresse, c'est un peu la prêtresse, avec le troisième œil qui a un diamant au milieu. Peut-être à 50 ans, j'en suis là, peut-être. Moi aussi, je me voyais là, puis finalement, j'ai 58 et puis je suis toujours pas. 60. Bon. Allez, à 60. Et 10 qui font 100, quoi, c'est bon. Eh bien, je suis en pleine analyse sur ce sujet et je pense que c'est lié à ma mère qui n'a jamais voulu faire mal et on fait tous beaucoup, beaucoup d'erreurs. Ma psy, dont je ne donnerai pas le nom, m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup rassurée. Donc, je vais le dire à haute voix. Quand je parle de l'enfance, je suis très mal à l'aise parce que pour moi, tout ça peut pas être lié, quoi. La sexualité et l'enfance, ça me fait un nœud à la tête. Je suis pas à l'aise. Vraiment, c'est compliqué à gérer et à admettre. Elle m'a dit, je vais vous rassurer. Tous les enfants sont confrontés à leur sens et à leur libido naissante face à un parent. Ça peut être le même sexe ou le sexe opposé. On n'a pas d'autres exemples. Ça peut être le frère ou le cousin, mais c'est quand même souvent les parents parce que le plus proche. Et en fait, il y a des envies qui naissent qu'on ne contrôle pas. On a 2, on a 3 ans, on est des êtres sexués. Donc, on ne contrôle pas. Et elle me dit, je vais vous rassurer sur un truc. À 5 ans, 6 ans, j'ai dit à mon père, maman, elle est sympa, hein, mais il faudrait peut-être qu'un peu on l'envoie à la campagne. Ça veut dire qu'il faudrait que notre amour soit vécu au grand jour. C'est comme ça qu'on doit l'analyser. Et le père, il a mal fait, mais il n'a pas voulu. Il a fait une erreur. Il a dit, peut-être. Et elle m'a répondu, ça m'a coûté 15 ans d'analyse. Que son père lui dise peut-être. Parce que ça voulait dire que notre amour est peut-être possible. Envisageable. Et dans sa tête de petite fille, ça crée quelque chose qui est indémêlable. Moi, je viens de là. Hein. Moi, j'ai choisi d'aller vivre avec mon père quand j'avais 12 ans. Au moment où je vais me sexualiser vraiment avec des seins, des poils, etc. Et lui, il n'a pas de femme. Et donc, quand il rentre du bureau, il s'allonge sur le canapé, je lui enlève les chaussures, je lui sers à dîner. Un spectre de couple. Mais un spectre qui m'a coûté bien sûr. Très cher. En même temps, j'ai vécu l'amour. Oui, parce que et en même temps, on le voit pas mal. L'amour est impossible. Et aujourd'hui, je suis encore célibataire et je paye cette croyance qui est dans toutes mes cellules, qui est l'amour est impossible. Et quand on s'est connus, on peut le dire, on s'est connus à une retraite d'intimité sacrée. Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'acceptation du corps et notamment aussi des organes génitaux pour la femme qui sont cachés. Et moi, je me suis rendu compte à un moment, j'ai aussi eu des expériences où il y a eu quand même un peu des viols, des harcèlements, des trucs, on va dire le SMIC pour une femme d'aujourd'hui. C'est dur, hein. C'est dur, le RSA, allez, on va... mais en fait, ce qui a été le plus bizarre pour moi à sortir, c'était la présence de mon père à cet endroit. Parce qu'évidemment... je crois qu'on en est toutes là. J'ai une relation merveilleuse avec mon père. Il m'a gâtée, j'ai été sa fille. Il n'y a jamais eu un geste déplacé, jamais rien. Mais il y avait ce mot que tu utilises qui est magnifique, ce spectre.
c'est-à-dire ce fantôme. C'est comme si les parois de mon intérieur intime, on va dire, étaient tapissées de sa présence. Effectivement, côté un parent parfait ou imparfait, il laisse sur nous des traces qui sont à vie. Et justement, pour faire le lien avec moi, tu me demandais pourquoi. Ma mère, la pauvre, ne savait pas. Dès 12-13 ans, elle commençait à me dire « T'as un petit copain ?» Je disais « Non, pas encore. » Elle dit « Mais quand tu vas le voir, tu vas pas l'embrasser, hein, mettre la langue et tout, c'est sale, tu vas avoir des maladies, faut pas faire ça, hein, tout le monde va faire ça. » Elle a commencé à rendre le sexe sale. Mais ça... Elle n'a pas fait exprès, tu vois. Et elle m'a raconté aussi, un peu plus grande, j'avais 14 ans, une anecdote avec mon père où, eh bien, le sexe n'était pas beau. Où elle était un peu forcée, un jour sur deux, voilà, il faut regarder au plafond, il faut le faire, on est une femme, c'est le poids de la vie, c'est le poids du couple. Et en fait, elle ne s'est pas rendue compte, mais elle m'a fracassée, quoi. Elle m'a dit, en plusieurs années, l'amour, c'est sale. Faut se forcer. C'est un dû. C'est une obligation que tu auras un jour sur deux ou moins. Mais je dois avouer que ça a créé des choses dans ma vie qui sont complexes. Et il y a eu aussi mon père, parce qu'on a quand même deux parents. Mon père qui était un introverti, qui s'est mis à faire de la musculation. Outre mesure, il était 7e au championnat de France à son époque, parce qu'en fait, son père l'a humilié. Ouais. Donc, il a voulu être plus homme que homme. Enfin, ça crée des mélanges. Et en même temps, je disais à ma psy, ouais, donc en fait, c'est quand même pas cool, ils ont fait des erreurs. Elle me dit, non, je pense pas. Je pense qu'on a tous notre rôle à jouer. Et que vos parents, nos parents, sont des messagers. Et ils vous mettent sur les chemins. Elle me dit, si vous n'avez pas eu vos parents, vous n'aurez jamais été Clara Morgan. Jamais. Je dis, oui, c'est vrai. Mais moi, je vais même un peu plus loin, en fait. Aujourd'hui, j'en suis arrivée au stade où je me dis que... parce que j'ai fait une thérapie sous champignons, je ne sais plus si je t'en avais parlé. Psilocybine. Je connais pas du tout. Psilocybine. Et en fait, pendant ce moment-là, je me suis rendu compte que on était notre histoire. Donc tout ce que tu dis est vrai. Et moi, j'ai fait beaucoup de psychanalyse et j'ai beaucoup étudié les liens avec les parents, etc., même les grands-parents, le transgénérationnel, etc. Mais tout à coup, j'ai percuté aussi qu'on n'est pas notre histoire. À tout moment, on est notre histoire. Et en même temps, à tout moment, on est vierge de notre histoire. On est nous. On est cette âme. Et on va en parler avec Frédéric. Je suis très, 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 très heureuse de recevoir 2 amis. Alors, un que je connais depuis quand même... Une dizaine d'années. On avait ce projet sur Jésus à un moment, d'un film. Et puis surtout, on s'est toujours un peu suivis et on s'aime infiniment. Et Clara, que j'ai rencontrée il y a peut-être 3 semaines. Récemment, mais ça a été un coup de foudre parce qu'on s'est rencontrés lors d'une retraite d'intimité sacrée. Frédéric, voilà, si tu veux dire un peu qui t'es. Oui, avec plaisir. Moi, j'essaye de philosopher et d'écrire des livres. Tout ce que j'écris, j'ai envie que des gens qui n'aient pas fait un bac plus 10 puissent le lire dans des très accessibles, avec des mots simples, des pensées complexes. Et rien n'est plus difficile à faire. Rien n'est plus difficile à faire. Quand j'ai écrit au début, quand j'étais universitaire, j'écrivais des livres très compliqués qui avaient quelques milliers de personnes qui pouvaient lire. C'est beaucoup plus facile parce qu'on reste dans le côté abscon, très pointu, très technique. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai envie de transmettre. J'ai envie que des gens découvrent la pensée de Spinoza, la pensée d'Aristote. C'est mon prochain. Les philosophes, souvent, ou les penseurs de manière générale, parce que Jung est plus un psychologue, les penseurs les plus profonds, malheureusement, souvent se sont exprimés de manière complexe. Et j'ai eu envie de transmettre au plus de gens possible cette pensée parce qu'elle a changé ma vie, tu vois. Donc c'est vraiment une transmission. Et alors j'ai une question. Vas-y. Pourquoi pas Freud ? En fait, j'aime beaucoup Freud parce que je trouve qu'il a apporté des choses mais absolument déterminantes et que s'il n'y avait pas eu Freud, il n'y aurait pas eu Jung. C'est-à-dire, je crois vraiment que Jung est quand même beaucoup tributaire de la pensée de Freud, mais pour moi, il l'a dépassé. Oui, parce qu'il s'en est servi de base en analysant ce qui ne lui convenait pas. Mais ce qui lui convenait, ce qui ne lui convenait pas. Donc, il a fait un tri et ce qui me touche plus dans Jung que dans Freud,
c'est la dimension spirituelle. C'est-à-dire, je trouve que Freud est trop réducteur, trop réductionniste. C'est-à-dire qu'il est très pris par les préjugés de la science de son temps, et donc tout ce que la raison scientifique ne peut pas comprendre n'existe pas. Autrement dit... même pour Freud, il était complètement enfermé. Très enfermé dans... Puis surtout, il voulait donner une crédibilité à la psychanalyse, et donc il fallait qu'il soit très scientifique. Et Jung lui a dit... Mais ce n'est pas vrai, il y a un tas de phénomènes inexpliqués qu'un jour, la science ou la raison, ou une raison plus ouverte, ou une autre science, expliquera. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Mais Jung était beaucoup plus moderne que Freud, d'une certaine manière. Il est plus contemporain, si tu veux. Et donc, les idées de Freud, elles sont fondamentales, elles ont donné les bases de la psychanalyse, de la psychologie des profondeurs, mais je trouve que Jung a su aller beaucoup plus loin, et du coup, élargir à une dimension où l'être humain est intégré dans toutes ses dimensions, y compris sa dimension spirituelle. Et d'ailleurs, pour Jung, la libido, c'est pas que le sexe. La libido, c'est le sexe et la spiritualité. C'est-à-dire la puissance de vie qui nous pousse à force nous dépasser. Vitale, ce qu'on appelle la force vitale. Oui, pour Freud, un trauma ne peut être que lié à la sexualité. Alors que non, ça peut être la maltraitance, ça peut être plein de choses. Donc voilà pourquoi Jung. Et c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup dans ce concept de force vitale et de libido. J'ai cette espèce de biais, c'est un biais, comme on parle des biais algorithmiques. En fait, moi, mon cerveau a un biais. Et le biais, c'est un biais qui ressent la libido du monde. Et pas seulement que le monde est un endroit où il y a de la sexualité, de la libido, etc. Mais même ce besoin incompressible de consommer, en fait, c'est aussi ça la base de notre civilisation, du capitalisme. Et moi, c'est vraiment quelque chose... À chaque fois que je parle, même des concepts les plus, on va dire, terre-à-terre, économiques, etc., j'y vois et j'y sens cette libido, et c'est pour ça que c'est super intéressant d'aller un petit peu la décortiquer ensemble. J'ai appris ce que ça voulait dire récemment, libido. Je ne m'étais jamais posé la question. Et c'est ma psy. J'ai entamé une thérapie à cause de vous. Il n'y a pas longtemps. Non, il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois. Incroyable. J'ai appris que... Parce que je lui ai dit, moi, il y a une partie de ma vie où je n'avais plus de libido. Parce que j'étais tellement dans le devoir de réussir ma vie sociale que je me suis dit, c'est marrant, j'ai pas l'envie et c'est pas grave, je vais super bien. Ça a fini par me rattraper assez violemment. Elle m'a dit, vous savez ce que ça veut dire, libido ? Je lui ai dit, non. Elle dit, ça veut dire souffle de vie. Ça veut dire que quand on refoule, sa libido, eh bien, on dit non à la vie. Sur la libido assimilée à la sexualité, j'ai la chance d'avoir un médecin, Frédéric Salman, pour ne pas le citer, il est assez connu, qui me dit tout le temps, il faut faire beaucoup l'amour, parce que c'est excellent pour la santé, pour la longévité, etc. Parce que ça nous booste, ça nous envoie énormément, exactement. Donc, je trouve ça super. Ouais, mon mari était très content que j'apprenne ça. Et la deuxième chose, et pour aller dans ton sens, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la libido, ce n'est pas que la sexualité. Alors, c'est très important la sexualité. Oui. C'est une des expressions les plus fortes de la libido. Mais je préfère revenir à ce que nous dit Spinoza, quand il dit le désir, au sens très large du terme, c'est l'essence de l'être humain, c'est le moteur de l'être humain. Si on n'a pas de désir, on ne se lève pas le matin. Mais le désir, c'est pas que la sexualité. Oui, pas que la sexualité, on désire faire des choses, rencontrer des gens, écouter de la musique, s'accomplir dans son travail, etc. Et donc, au fond, grandir intérieurement. Et donc, au fond, le désir, c'est le moteur. Ce qui fait qu'il ne faut surtout pas réprimer la puissance vitale qui est en nous, puisque sinon, on diminue. Et donc, toute sa philosophie, c'est de nous dire qu'en orientant bien nos désirs vers des choses ou des personnes qui nous font grandir et pas vers des choses ou des personnes qui nous diminuent, on va aller vers la joie parfaite. Et donc la joie, c'est la réalisation de nos désirs, mais de nos désirs bien orientés. Alors nos désirs bien orientés, c'est là où j'en viens, moi, à notre ami le capitalisme. Voilà, parce que là, c'est orienté, en fait. C'est là où j'en veux, et je te disais, j'en veux un peu au portable et à toute cette nouvelle vague qui, malheureusement, est une vague sur laquelle pas beaucoup de gens surfent avec plaisir. Il y a 50% des 18-25 ans qui font plus l'amour. Oui. Je ne sais pas si tu imagines, à l'âge où, justement, la libido et le désir devraient être le plus fort, etc. Aussi, la sexualité égale temps. Et les gens n'ont plus de temps. Bah oui, mais parce qu'on nous a mis dans la tête, le temps c'est de l'argent et l'amour c'est de l'orgasme. Et ça va pas. Et je crois qu'une des raisons, l'interview le confirme, c'est qu'ils ont été élevés à la sexualité par le porno. Ils découvrent la sexualité par le porno. Et ça leur fait peur. Parce qu'il y a une double injonction. Il y a une injonction à la performance. Ah oui, la performance. Et donc, du coup, les mecs se disent, je vais pas assurer. Et il y a une injonction à subir, pour les femmes, des gestes ou qu'elles n'ont pas envie de subir. Oui, et puis on leur dit, regardez, c'est comme ça qu'il faut faire. Exactement.
Exactement. Et du coup, ça leur fait peur et ils se disent, je préfère avoir une sexualité personnelle, je m'arrange. Il y a ça, mais il y a quand même énormément c'est quelque chose qui peut écraser. La monopolisation du temps par les écrans, par la virtualité, certainement, etc. mais c'est un ensemble de choses. Incroyable. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas pour les jeunes, mais je dois dire qu'avec mon mari, on a enlevé la télé de la chambre et qu'on revit, quoi. Ouais, le soir, quand on se couche, on n'a jamais fait ça en alors 15 ans. C'est vrai que si on regarde des séries tous les soirs et tout, on Nous, s'endort crevé, on n'a plus le temps de faire un câlin. Mais on a toujours fait ça. Ça fait 15 ans qu'on se dit « Ah, le moment de Netflix !» Mais ça nous a butés. Non, mais c'est vrai. Tu sais, depuis 3 mois, ma vie a changé. Nos vies ont changé. On rentre dans la chambre, on met une musique, on met des hits acoustiques, des trucs. Et c'est pas qu'on se dit « Allez, chaque soir, on va faire l'amour ». C'est pas ça. On s'est mis à se masser. Mais en fait, on rentre dans une transe. Alors, c'est plus mon mari. Mais en fait, on communie par le toucher, par le... Et je te jure, je descends en hertz, quoi. Je sens que je change de niveau de fréquence. Je le sens. On est apaisé et souvent, ça nous amène à des discussions infinies sur l'amour, sur le sens de la vie, où on fait l'amour. Mais en fait, ce temps, on a dit, ça suffit. On n'est pas parents, on n'est pas téléspectateurs, on n'est plus que nous. Et ça nous amène à des trucs qu'on n'aurait jamais pensé vivre. C'est fou, et ça fait 3 mois que ça dure, et notre couple va mieux, nos vies vont mieux, on est plus heureux, on est des meilleurs parents, on dort super bien. Non mais je veux dire, c'est un conseil que j'ai envie de donner à tout le monde. Bravo. Parce que, oui, mais on l'entend. Pas d'écran le soir, c'est sûr. Mais on l'entend. Ouais, moi aussi, je l'entendais depuis des années. Non, c'est vrai. Et ben, quand tu le fais, je vous jure que la vie change. C'est incroyable. Bravo. Tu as utilisé un très joli mot qui est le mot de communier. La communion, c'est vraiment presque l'antidote à la consommation. La consommation, c'est chosifier l'autre, alors que la communion, c'est vraiment partager et être avec. Tu as raison, c'est toute la différence avec le virtuel, où on est connecté, mais on n'est pas en communion. Voilà. Et on ne se rencontre pas vraiment. Et donc, c'est la fausse connexion. Bien sûr. Et puis, on est tous là sur nos trucs, les uns à côté des autres, sans lien, sans véritable lien. Mais je voudrais revenir à ce que tu disais sur le capitalisme. Ouais, ça c'est mon grand dada. Non, mais tu as raison. J'ai 2 choses là-dessus que je voudrais te dire. C'est d'une part, on a découvert de plus en plus que par des études neuroscientifiques que tout venait de notre striatum, qui est le cerveau primaire. Et le cerveau primaire, tu connais la différence entre le cortex cérébral, c'est derrière. Le cortex cérébral, c'est notre cerveau plus évolué qui nous permet de réfléchir, etc., de développer une conscience morale, etc. Alors que le striatum, c'est le cerveau le plus primaire. Il est là, ancestral. Et le striatum, en fait, il nous ordonne 4 choses. Il nous dit, tu dois manger boire, tu dois te reproduire, donc le sexe. Tu dois avoir le maximum d'informations pour survivre, pour te protéger, et tu dois avoir un prestige social, c'est-à-dire une reconnaissance par rapport aux autres. Et en fait, tout le système capitaliste est fondé là-dessus. Et il y a c'est du striatisme. Mais c'est-à-dire que on va jouer sur les besoins fondamentaux du striatum qui nous demandent ça. Et qu'est-ce qui se passe dans le striatum ? C'est que chaque fois qu'il obtient de la bouffe, du sexe, de l'information et de la reconnaissance sociale, il reçoit un shoot de dopamine. Ah oui, bien sûr. Ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et après, il devient addict à la dopamine. Oui. C'est-à-dire qu'on veut à nouveau renouveler, c'est comme le sucre. On veut renouveler et donc on veut toujours plus. Et c'est quoi la civilisation du toujours plus ? C'est le capitalisme. Ouais. Toujours plus. Et j'ai lu une étude qui a été publiée par des économistes américains dans les années 30 et ils disent on a compris comment fonctionne le cerveau humain et en fait, il faut créer une insatisfaction généralisée et on sera dans une perspective infini de croissance économique parce que l'être humain est un perpétuel insatisfait et qu'il faut toujours lui apporter quelque chose de nouveau. Et donc ça, c'est la croissance infinie. Mais c'est ce qui détruit la planète. Et donc cette catastrophe-là, il faut pour ça maîtriser notre striatum. C'est-à-dire mettre de la conscience sur nos désirs. Et la spiritualité, alors elle se situe plutôt dans la glande pinéale ? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a une grande question. Où est le siège de l'esprit, de la conscience ? Ou de l'âme, si tu veux, de l'âme entendue au sens spirituel. En sanskrit, on dit la glande pinéale qui est au milieu. Soit il y a un enracinement, si tu veux, soit non. Et donc, ce qui expliquerait, par exemple, tous les phénomènes de décorporation, de gens qui font des phénomènes de, tu sais, je connais bien. Comment ça s'appelle, de mort imminente, etc., de MI, ben, quand ils se voient et qu'ils quittent leur corps, ben, leur conscience est détachée du corps et pourtant ils sont en vie. Et il y a des gens qui s'exercent à ça et qui le font quotidiennement. Oui, je sais. Et j'ai lu tout un concept, en fait, sur des gens. En fait, comme Nicolas Fraisse, etc. Comment ils font. Ils sont capables de quitter le corps. Ils s'allongent et ils imaginent qu'ils s'assoient sur leur lit d'abord. Et puis qu'ils se lèvent, ils visualisent leur chaussure, il a fait un livre, ils visualisent la fenêtre et puis tout le chemin. Et à force de faire ça,
ça dissocie en fait. Et ce qui est fou, c'est Et tu qu'après, peux quitter. voilà, et puis Ou ils les disent gens ce qu'il y a qui- dans la pièce d'à côté Oui, et tout à tout. fait. Hein, il y a des vrais. Et si c'est vrai, tout ça, ça veut dire que la conscience, en fait, n'est pas un organe corporel. Et que la mort n'existe Et pas. que la mort n'existe pas, exactement. Mais ça, C'est ça ça. reste un point d'interrogation, mais Oui, bien sûr. ça me paraît très, très Moi possible. aussi, au début, je suis persuadée que l'âme passait de vie en vie pour s'améliorer. Enfin, c'est une très belle idée. On a tous envie Ouais, que la ça existe. transmigration. Voilà. Et ben, plus ça va, plus j'entends de scientifiques, etc. Plus je me rends compte que c'est de plus en plus crédible pour plein de gens. Cette espèce de conscience, énergie globale qui enverrait comme ça des souffles de vie, vivre des expériences, l'expérience de la C'est matière. un peu ce que les gens appellent Dieu, hein, en fait. Oui, mais tout à fait. Et c'est le dieu des stoïciens. Je Ouais. parlais des stoïciens tout à l'heure. Voilà, exactement. Ils appellent ça le logos, c'est-à-dire la raison Oui, c'est ça, universelle, exact. et qui envoie dans chaque être humain une étincelle d'âme, et qui est reliée à ce logos C'est divin. ça. Et que donc c'est grâce à cette étincelle divine qu'on est aspiré par l'infini, par l'envie de s'améliorer, de devenir meilleur, par la compassion, etc. Qu'on est des êtres spirituels. Et qu'on est des êtres spirituels, exactement. Mais aussi Et des immortels. êtres, des êtres, parce que c'est drôle, quand j'ai fait cette expérience de Vipassana où on parle pas, où on se regarde pas, où on n'est pas sur le téléphone, on n'écrit pas, on fait rien, on est obligé d'aller ressentir chaque petite particule du corps. Et en fait, je crois que le corps est conscience aussi, c'est-à-dire que vraiment, il y a cette merveille, quand on dit qu'on est l'être vers la mort, en fait, moi je ressens qu'on est l'être vers l'amour, et l'amour est dans le corps, et cette libido, c'est cette force d'amour aussi. Parce que souvent on dit l'amour comme si c'était on tombe amoureux, mais non, l'amour c'est cette force vitale, on est né de l'amour, et on retourne à l'amour, et plus que à la mort, à mon avis. Je ne sais pas si tu connais Edward Bernays, peut-être on a Non, entendu pas du parler. tout. Alors, je suis contente, ouais. je vais apprendre quelque chose à Frédéric, qui est mon Plein de dieu choses des... que je ne connais pas. Non, moi je n'y crois pas. Mais en fait, j'ai été obsédée par cette histoire où justement je me suis dit, mais le capitalisme, en se servant de nos désirs, c'est là où ça a commencé à vraiment merder, quoi. C'est là où on a commencé à pécher au sens où c'est visé à côté, quoi. Vraiment, parce que on nous a déviés comme une déviation sur l'autoroute. On a dévié notre désir qui au départ était là pour notre libido, pour notre force vitale, pour le bonheur, pour etc. On l'a dévié vers la consommation. Et comment ça s'est fait, ça ? C'est là où c'est fantastique et où la boucle est bouclée dans notre conversation. C'est qu'il y avait Freud, et Freud donc était quand même très, très, très connu. C'était vraiment le psychanalyste le plus connu, le plus reconnu à l'époque, la star, mais il sentait venir le nazisme, il sentait monter quand même Adolphe avec ses vieilles bottes noires, et il a eu très peur, il s'est exilé, et en fait, il a commencé, en plus il était juif, il avait plus, enfin il a vraiment très peur, il s'est exilé, et puis du coup il avait plus beaucoup d'argent. Et en fait, il avait un neveu qui s'appelle Edgar Bernays, qui est parti vivre aux États-Unis, qui a senti le vent tourner aussi en Autriche, et il est parti s'exiler à New York. Et à un moment, Freud lui a dit « Est-ce que tu peux m'aider ? J'ai plus d'argent, etc. » Enfin, il était vraiment pas bien. Et Bernays était convoqué pour aider les premières boîtes de pub, en fait. Je crois que sa première grosse campagne de pub, c'était comment faire fumer les femmes. Quand une femme qui fume dans la rue, c'est une pute. Enfin, une femme qui fume, c'était une fille de mauvaise vie, quoi. Et l'industrie du tabac disait, mais c'est chiant, on a tous les mecs, mais on n'a pas les femmes. C'est 50% de la population, on perd beaucoup d'argent. Fais-nous fumer les femmes. Et en fait, il a demandé à Freud de lui envoyer tous ses rapports sur la psyché humaine. Et il s'est servi des travaux de Freud pour pouvoir mettre à bien toutes ces publicités, de travailler sur le désir. Moi, j'ai fait une école de commerce. Ah. Enfin, j'ai pas fait une école de commerce, j'ai fait un BTS Action Co. Et on nous apprend les bases de la PNL. C'est du détournement de nos propres travers, on va dire. Mais c'est clair que c'est en étudiant le cerveau qu'on peut faire consommer les gens. Tu as tout à fait raison. Pour en sortir, en fait, il ne faut pas supprimer le désir, il faut le réorienter. C'est Ah, ce qu'on disait. complètement, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait envie de désirer autre chose C'est que ça. des biens matériels. C'est ça. Et comment faire pour que des gens et des enfants et des ados aient envie de désirer autre chose qu'une paire de baskets? Toi, tu vas enseigner un peu Alors, tout ça dans les moi, écoles. je ne fais pas de l'enseignement. Non, enfin, pas de l'enseignement. Je fais philosopher les Tu enfants. fais philosopher les enfants. Alors, parce que... je t'explique la méthode. Vas-y, Voilà. vas-y. L'idée, explique-moi si la tu méthode. veux, c'est je me
suis rendu compte que les enfants, effectivement, dès l'âge de 3 ans, posent toutes les grandes questions, pourquoi on est sur Terre, un Dieu existe ou pas, etc. Et tout. Bon. La mort. Donc ils ont un âge métaphysique incroyable. Et après, dès 6-7 ans, ils sont capables de penser, de raisonner, de réfléchir, etc. Et donc l'idée, c'est de les faire philosopher dans les écoles primaires. C'est génial. Et j'ai créé une association qui s'appelle SEV, ça veut dire Savoir-être et Vivre Ensemble, dont le but, c'est d'aider les enfants à grandir en discernement et en humanité, en les faisant philosopher par groupe. Donc on forme des animateurs qui vont ils vont faire la dynamique de groupe, si tu veux. Donc c'est soit des enseignants, soit des gens qui vont dans les écoles si les enseignants ne savent pas le faire. Et pendant 1 heure, on prend une question, par exemple, c'est quoi le bonheur ? Et les enfants philosophent, c'est-à-dire c'est eux qui donnent les arguments. Et on leur dit, si vous voulez dire quelque chose, il faut toujours argumenter. Il ne faut pas dire c'est ça. Il faut dire c'est ça parce que, tu vois. Il faut écouter les autres. Et vous allez débattre. Et on les apprend à débattre en s'écoutant. Si je te prends un exemple, je parlais du bonheur. Un petit enfant, donc il parle du bonheur. Et puis il commence à dire, le bonheur, c'est avoir ce qu'on veut. Si je veux une glace, je l'ai, je suis heureux. Si je veux faire un câlin à maman, je l'ai, je suis heureux, etc. Et tout. Puis un petit garçon qui dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors pourquoi ? C'est là que ça devient intéressant. Et il dit, parce que moi, j'ai pris conscience qu'en fait, quand j'ai quelque chose, je suis malheureux après, je veux autre chose, et que je suis toujours insatisfait. Et j'ai compris à l'âge de 5 ans que si je voulais être heureux, fallait que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. D'accord, combien de QI le petit ? Alors je lui dis, tu t'appelles Sénèque, il me dit non, Julien. Et je lui dis, Julien, c'est quoi le bonheur pour toi si c'est pas la satisfaction des désirs qui seront jamais satisfaits ? Il a parfaitement compris. Il prend un temps, il réfléchit, il dit le bonheur, c'est juste d'exister au monde. Oh, quelle beauté, le soir, il rentre chez lui et il dit à sa maman, maman, quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie. Oh mon Dieu. C'est bon. Ça nous met tous pas très bien. Non mais c'est hallucinant. Quand je fais un atelier sur qu'est-ce que c'est que réussir sa vie. Première réponse d'un enfant de 9 ans, c'est mourir sans regret. Mais ça te fait réfléchir pendant des heures. Tellement je pourrais t'en donner tellement de trucs comme ça. Et donc les enfants, ils ont une puissance de réflexion. Et après, ils oublient. Et après, on l'oublie parce qu'ils sont pris par voilà. Il faut voilà. qu'ils aient des bonnes notes à l'école. Non mais c'est mon grand combat auprès de l'éducation nationale, c'est d'arriver à faire ça. Et jusqu'à 15 ans en fait, parce que il y a l'âge où justement les ados qui ont que envie de se mettre sur la gueule, de coucher ensemble, etc. Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence ? Le désir mimétique. C'est-à-dire que là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'une des plus grandes perversions qu'on peut y avoir, c'est que, en fait, au lieu d'être à l'écoute de nos désirs personnels, c'est désirer ce que les autres désirent. Et donc, il y a des modèles qu'on imite. Mais c'est ça qui est terrible. C'est que un enfant, il va imiter ses parents, un ado, il va imiter ses copains, puis les influenceurs sur Instagram, puis un jeune adulte, son patron, etc. Ce qui fait que personne n'est à l'écoute de soi, on n'est pas à l'écoute de nos désirs personnels. Et ça, je pense que les ateliers philo, ça aide les enfants à prendre conscience de ça et à réfléchir par eux-mêmes et à se dire, mais au fond, moi, est-ce que ça me convient ? Est-ce que c'est juste pour moi ? Est-ce que j'ai envie vraiment de ça ? Et du coup, ils réfléchissent et quand ils ont cette réflexion-là, ils sont moins dans cette espèce de conformisme et de mimétisme qu'on a à l'adolescence où on veut faire comme les autres. Freud pense que l'humain est foncièrement mauvais. Qu'on est mauvais. Ah ouais ? L'enfant est un pervers polygamie. Oh, quel con. Alors, décidément, je savais que je l'aimais pas, mais j'avais oublié pourquoi. C'est l'éducation qui va corriger. Alors, je suis pas d'accord, c'est l'éducation qui l'empêche d'être lui. En fait, je pense qu'on est Il y a les deux. Les deux, mais bien sûr. On est le mal et le bien. On est le bien. Je suis et après, entièrement d'accord avec ça. On dose et on devient meilleur ou pire. Tu connais ce conte amérindien qui est magnifique, qui illustre très bien ce que tu viens de dire. C'est un vieux sage amérindien qui dit à son petit-fils, tu sais qu'il y a 2 loups en toi. Il y a un loup bon, bienveillant, altruiste, généreux, puis un loup cruel, méchant, égoïste. Ils se battent tout le temps à l'intérieur de toi. Lequel des deux va gagner ? Le petit garçon réfléchit, dit, je sais pas. Très correct, je sais pas. Et le vieux sage lui dit, celui que tu nourris. Et c'est magnifique. Ça veut dire qu'on a tous en nous des forces de destruction, de négativité, de violence, et tous en nous des forces de bonté. Et si on nourrit la bonté, on va devenir des êtres de plus en plus bons. Si on nourrit l'égoïsme, on va devenir des êtres totalement. Mais j'aime bien cette image de celui que tu nourris. C'est magnifique. C'est ça qui change tout en fait. C'est quand tu sais que c'est toi qui nourris. Tu dis pas, mais je suis naze de tout. Tu dis, là tu t'es plus victime quand tu nourris. C'est super important ce que tu dis. T'es plus victime. Et en France, on est tout le temps dans la victimisation. C'est horrible, c'est vraiment un mal français. C'est toujours la faute des autres. C'est la faute des autres, c'est la faute de l'État, c'est la faute de mon conjoint. Un archétype, c'est une sorte de symbole universel. C'est-à-dire qu'au-delà des cultures, etc., il y a des archétypes, c'est-à-dire des espèces d'énergie
qui vont s'incarner avec des noms différents dans les différentes cultures, donc ça va devenir des symboles concrets. C'est l'archétype de la sorcière, du héros, de la prostituée, l'impératrice. Voilà, il y a des grands archétypes Oui. qu'on retrouve dans toute la littérature, qu'on retrouve dans tous les films. Hein. bien Quels sûr. sont les films à succès? C'est La Guerre des Étoiles, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est bourré d'archétypes. C'est-à-dire, plus il y a d'archétypes, plus ça touche les gens. Parce que ça vibre à l'intérieur de nous, dans notre inconscient collectif, et c'est une énergie très puissante, les archétypes. Et donc, on s'identifie inconsciemment à des archétypes. Mais ça, on a tous plusieurs facettes. Ouais, C'est-à-dire bien que sûr, c'est évidemment. c'est Sinon, on normal. serait très lisse et Voilà, très chiant. on a une facette sociale, une facette intime, on a un enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, Oui. on a un vieux sage en nous, donc Mais nos Persona, facettes peuvent s'identifier à certains archétypes, mais pas toutes nos facettes, tu vois. Alors la persona, c'est le masque social. a créé C'est un masque effectivement, social. tout à Alors, fait. ok, j'en ai fait un truc. Enfin, laisse tomber, j'ai pas eu de limite. Hein. Sur Clara, c'est devenu... Ça m'a remplacé. Donc, c'est quand même... Il y en a qui vont très loin. Il y a plein de gens qui vont très loin. Ça t'a fait quoi de te remplacer par toi-même, en fait, mais qui n'était pas complexe, toi-même? hein. Par une part de toi qui n'était Et pas là, toi. Bah, ce c'est-à-dire qu'à un moment- sera à refaire, tu le referais tout Complètement. pareil. Je ne changerai pas une virgule, sinon Mais- je ne serais pas devant toi. Ouais. Enfin, c'est Mais- une belle réponse. Évidemment. On ne serait pas nous. Tu sais ce que dit Nietzsche? Non. C'est que si on aime vraiment la vie, mais vraiment, Ouais. si on dit oui à la vie, à la manière des stoïciens, amor fati, j'aime la vie, j'aime le destin, eh ben on est prêt à revivre tout ce qu'on a vécu dans tout. notre vie, Je suis d'accord. indéfiniment. Ouais. Et Et le la début plus belle du phrase de succès. Jung pour moi, Ah, c'est on n'est pas lumineux parce qu'on regarde la lumière, mais on est lumineux parce qu'on a traversé son ombre. Ça, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on devient lumineux parce qu'on a traversé nos enfers, qu'on les a surmontés, qu'on a été dans notre ombre. Et donc, les gens les plus lumineux, c'est les gens qui ont traversé des épreuves terribles. C'est les gens qui sont été loin dans peut-être d'éprouver des expériences qui sont extrêmes, qui sont mal jugées par les autres. Et tu sais, moi, j'ai attendu 40 ans pour dire oui à la vie. C'est-à-dire qu'avant, je disais, j'aurais pas voulu avoir ces parents-là. J'avais une mère qui était absolument pas chaleureuse, elle nous touchait pas. Et elle disait, si je touche mes enfants, je vais veiller leur sexualité. Donc je lui dis, maman, toi, t'as pas réussi parce que tu nous as pas touchés, mais on est tous hyper alors c'était pas branchés si faux. sexuels. C'était pas si faux, mais elle savait pas que c'était Ouais. l'inverse, c'était L'inverse, possible aussi. Exactement. Et puis il faut pas vous faire de compliments, je vais veiller votre orgueil, tu vois. Ah, je l'ai eu, celle-là. Quand je voyais les mères de mes copains qui étaient tendres, qui étaient chaleureuses, je disais, mais j'aurais aimé une maman comme ça. Et ben aujourd'hui, je dis merci à la vie d'avoir eu cette mère-là. Parce que ça a été chaotique, c'était beaucoup de souffrance, c'était beaucoup de choses complètement perturbantes dans mes relations amoureuses et tout. Mais ça m'a permis de faire de la psychanalyse, de réfléchir, de Elle est poser toujours des questions. vivante, ta maman? 99 ans. Elle est toujours Toujours vivante. vivante. C'est incroyable. Ah mais c'est une peste. Tu sais, C'était quelqu'un d'increvable, tu vois. mais tu sais, non, mais c'est marrant parce que j'ai eu cette révélation. Je sais pas pourquoi j'étais à New York quand ça m'est arrivé. Et mes deux parents, mon père venait de mourir, donc et ma mère est morte 2 ans avant mon père. Et en fait, tu sais, à New York, c'est drôle. Il y a à Central Park, il y a des bancs. Et les bancs sont dédiés, sont offerts. Par exemple, c'est un mari qui offre ce banc à sa femme qui dit au nom de notre amour, Oui, ça se fait. Jacques et machin. Bon, bref. Et je m'assois sur un de ces bancs et déjà, je suis toujours très touchée, très... New York, c'est une ville où j'allais avec mon père. Et puis, ces bancs qui ont été offerts par un homme pour une femme qu'il aimait, etc. Donc, je sais pas, je suis dans un état un peu comme ça, un peu second ou premier, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire. Et tout à coup, je ressens toutes les cellules de mon corps. Et c'est pour ça que moi, je parle beaucoup du corps, parce que je l'ai beaucoup ignoré. J'ai été une intello, etc. Enfin, j'ai beaucoup... Et le corps n'était pas important pour moi. Et là, je sens dans toutes mes cellules vibrer et que mes cellules disent merci à mes 2 parents, que je considère avoir été des mauvais parents. Mais en même temps, ils ont été des bons parents. Et tout à coup, je comprends la Bible qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Et je me suis toujours demandé pourquoi tu dis pas « Tu aimeras ton père et ta mère ». Et tu honoreras, tout à coup, mon corps s'est mis à honorer mes parents et à les remercier de m'avoir donné vie et qu'à travers eux, j'ai eu cette vie. Et je pense qu'on ne devient vivant qu'à partir du moment où chaque cellule de notre corps est capable de dire merci à nos parents pour la vie qu'ils nous ont donnée, qu'ils nous ont faite, et que nous portons en nous aussi, parce que nous portons leur vie aussi en nous. C'est-à-dire cette espèce de reconnaissance, renaître avec eux dans nos cellules, dans notre corps, etc. Donc c'est vrai qu'avec la psychanalyse, on peut aller taper sur les parents, les enfants, les ci, les là. Non, parce que moi, Mais à un moment depuis que donné, j'ai commencé la être en vie, c'est psychanalyse, ça. donc c'est vrai qu'on est passé de faire l'amour une fois par mois à une fois par jour. Donc, Qu'est-ce qui a été le déclic de votre chemin spirituel c'est que moi, en tout cas à force d'oublier Emmanuel, je n'étais plus que Clara, plus que dans le travail, et c'est devenu une tâche vraiment lourde à porter. Et comme je suis complètement oubliée, par une discussion,
Je suis redevenue Emmanuelle, je suis redevenue la séductrice un peu... mais je n'ai rien fait, je n'ai pas trompé, mais je me suis rallumée. Et mon mari, comme il me connaît par cœur, il a remarqué. Et donc du coup, ça a mené à... C'est vrai, des discussions parce que je ne voulais pas lâcher l'affaire sur ce que j'avais réussi à retrouver. Et il a fallu qu'il comprenne. Et il a fallu qu'on se comprenne, il a fallu qu'on se retrouve. Et en fait, on s'est mis à vous lire, à lire d'autres choses. C'est grâce à toi qu'ils sont encore ensemble. Si. Franchement, ça a participé largement. Oui, parce que ça a mené à des discussions très élevées sur le désir, sur l'appartenance, sur le mariage, sur la part de chemin qu'on devait faire chacun de notre côté ou pas ensemble. Et puis, on a décidé d'être un couple sacré dans la mesure où on a décidé de tout se dire. Et moi qui disais toujours que je disais tout à mon mari, je me suis rendu compte que c'était totalement faux. Parce que ces fantasmes, son jardin secret, on les garde pour soi. On ne partage pas tout ce qu'on vit. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on réussissait à passer ça, et à parler de ses fantasmes, et à être... Bien sûr, il faut être avec la bonne personne. Et puis, il faut être accueilli dans ses travers, dans ces choses moches. Parce qu'on a... Eh bien, on s'est élevé, quoi. Et la libido est revenue de façon fracassante, les discussions, et puis on a éteint les écrans. Enfin, on a vraiment participé à notre aller bien, aller mieux, ça c'est certain. En tout cas, la vie est une belle aventure intérieure. Parce que c'est qu'est-ce qu'on a en permanence à cheminer pour se comprendre, pour se connaître, pour connaître les autres, pour progresser, pour avancer. Moi, je me dis, c'est vraiment... on fait un chemin. Et c'est dommage que plein de gens ne vivent que dans l'extérieur. On est juste là pour construire une façade, un masque, un machin, alors que ce qui est passionnant, c'est l'aventure intérieure. Comment on appelle à l'intérieur ? Quand c'est persona, c'est le masque social. Ah oui, c'est vrai. Et donc c'est le soi. Le soi. Ah oui, le soi. Tout bêtement. Le soi. Bien sûr. C'est ça, c'est la route de la soi. C'est la route du soi. Le processus d'individuation, c'est faire émerger le soi. C'est notre être le plus profond. Et le sur-soi, c'est ça ? Le soi. Le Non, soi. Il n'y a pas de surmoi. Non, c'est le surmoi. Surmoi. Le surmoi, c'est la conscience morale de la société, si tu veux. Oui. Donc pour Freud, tu as le ça, donc pulsion. Ça. Tu as le moi, ton individualité. Le surmoi, c'est la morale. Oui. En fait, le surmoi rentre en conflit avec le ça, et c'est pour ça que le moi est névrosé. Parce que le surmoi t'interdit, si tu veux, de te réaliser. Alors que pour Jung, il n'est pas dans ce schéma-là. Il admet qu'il y a quelque chose de vrai dans le schéma, mais il dit ce qu'il y a de plus profond, c'est le soi. C'est notre être profond. Et le soi, c'est plus profond que le moi. Et c'est l'inverse de persona. Le soi, c'est ton être le plus profond qu'il faut faire émerger. Et la persona, elle peut être construite aussi en partie par le surmoi. C'est-à-dire par tous les interdits, toutes les injonctions d'une époque, etc. Donc en fait, il faut dépasser tout ça pour aller à l'intérieur de soi, faire émerger le soi. Et c'est pour ça qu'elle a utilisé le terme de soi, qui est un terme hindou, de la spiritualité hindoue, parce que dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, si tu veux, d'une autre manière, eh bien, ce qui compte, c'est d'atteindre l'éveil, c'est-à-dire de libérer le soi de tous les problèmes d'ego, de mental, etc., qui l'emprisonnent et qui nous empêchent d'être totalement nous-mêmes. Amen. 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 Je répète Jung. Hein. Aimons, foutons. Ce sont plaisirs qu'il ne faut pas que l'on sépare. La jouissance et les plaisirs sont ce que l'âme a de plus rare. D'un vie, d'un con et de deux cœurs n'est un accord plein de douceur que les dévots blâment sans cause. Amaryllis, pensez-y bien. Aimer sans foutre est peu de choses, mais foutre sans aimer, ce n'est rien. Ah, magnifique. Mais il faut le dire dans le podcast, ça c'est magnifique. Je crois qu'on l'a eu. Au son, on l'a. On s'en fout. n'existe pas chez les hommes.